Il est 19 h à Rabat, heureuse de vous retrouver dans Afrique Soir. C'est la première édition du journal de la rédaction. Voici les titres. À la une de ce journal, le Maroc participe à son premier sommet en tant que membre de l'Union africaine. Le roi Mohamed VI a adressé un discours au 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UA. Il s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba. Reportage et analyse dès le début de cette édition. Et dans la crise du Golfe, le Qatar a remis aujourd'hui au médiateur koweïtien sa réponse à une liste d'exigences de ses voisins du Golfe et de l'Égypte. Ces pays l'accusent de soutenir le terrorisme et menacent de l'isoler durablement. Ils ont accepté de prolonger de 48 heures la date butoir fixée à Doha. Et de l'art pour clore cette édition, nos reporters vous présenteront un artiste sénégalais résolument contemporain. Son objectif, développer l'art de la photographie dans son pays. Reportage à suivre dans quelques minutes. Et juste après la deuxième édition du journal, vous avez rendez-vous avec l'invité du jour, Mohamed Jebbour, enseignant, chercheur à l'Institut des études africaines, revient sur le sommet de Bamako qui a acté la constitution de la force antiterroriste conjointe et débloqué les fonds pour la rendre opérationnelle. Et pour l'invité culture, Najib Refef, journaliste, nous parle des chroniques qu'il publie depuis 2 décennies dans la Vie Écho, notamment des chroniques hautes en couleur où il observe le cours du monde et l'évolution du Maroc. À la une de ce journal, le prince Moulay Rachid est arrivé hier soir à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, pour représenter le roi Mohamed VI aux travaux du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'événement se poursuit jusqu'à demain. Et lors des travaux de cette session, initiée sous le même thème de la session de janvier dernier, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, les dirigeants africains se pencheront sur un ensemble des questions. Et pour en parler en détail, je reçois sur ce plateau M. Khalid Chgraoui, il est professeur universitaire d'études africaines à l'université Mohamed V. M. Chgraoui, bienvenue. Bonjour. Alors on en parlait dès le début de ce journal, c'est le discours du roi Mohamed VI adressé au 29e sommet de l'Union africaine, un discours riche et le souverain a abordé plusieurs points. On commence d'abord par le Maroc qui veut être un facteur de rassemblement du continent et voilà un extrait, je cite « Nous ne voulons nullement diviser comme certains voudraient l'insinuer dès que le royaume siégera de manière effective et qu'il apportera sa contribution à l'agenda des activités, son action concourra au contraire à fédérer et à aller de l'avant. » Comment interpréter ce passage, monsieur? Effectivement, c'est déjà le premier discours du Maroc et principalement de Sa Majesté Mohamed VI après le retour du Maroc en janvier 2017 aux instances de l'Union africaine. Et effectivement, il y a cette question du retour du Maroc. Est-ce qu'il cherche à diviser ou à rassembler? Le Maroc l'a toujours relancé à travers les discours de Sa Majesté, à travers toutes les positions du Royaume du Maroc, à ce que l'Afrique soit unie. Et surtout, le Maroc revient aux instances de l'Union africaine afin d'unir l'Afrique et de participer à cet effort de l'Union africaine. D'ailleurs, le Maroc y a toujours participé depuis 1961 jusqu'à aujourd'hui. Et le Maroc est un acteur prépondérant dans cette action. Et le fait est que le Maroc, aujourd'hui, à l'intérieur des instances de l'Union et depuis le 27 juin dernier, que ce soit à travers les experts, à travers le ministre des Affaires étrangères, à travers la participation effective de son Excellence le prince Moulay Rachid, le fait est que le Maroc est là pour participer à cet édifice de l'Union africaine. D'ailleurs, le discours royal est autant édifiant du moment qu'il parle d'un certain nombre de questions qui intéressent les Africains. Premièrement, la question de faire confiance à la jeunesse africaine du moment qu'en 2050, l'Afrique sera devant des challenges énormes. Le fait est qu'il va falloir trouver et du travail et pouvoir faire participer cette jeunesse, que ce soit à l'action politique, à l'action économique, et surtout la question du terrorisme, et surtout la question de la réforme de l'Union africaine, et en dernier, la principale problématique qui secoue l'espace de la Méditerranée, la question de l'immigration clandestine. Alors, Monsieur Chgraoui, on revient sur le premier point que vous avez abordé, qui est la jeunesse. Effectivement, le souverain, dans son discours, a avancé plusieurs chiffres. Vous avez cité certains chiffres d'ailleurs. Maintenant, je vous propose d'écouter un extrait du discours royal et on revient juste après. Chaque année, plus de 11 millions de jeunes Africains
font leur entrée sur le marché du travail alors que seuls 3 millions d'emplois sont créés. Plus de 70% des jeunes africains vivent avec moins de 2 dollars par jour. Comment œuvrer pour résorber le chômage qui frappe de plein fouet la jeunesse du continent, puisque 60% des chômeurs sur le continent sont des jeunes? La réponse réside dans un traitement volontariste du triptyque éducation, enseignement supérieur et formation professionnelle, avec une exigence élevée de qualité. Alors, Monsieur Chgraoui, on a justement entendu quelques chiffres, hein, notamment liés au chômage, des chiffres qui nous interpellent tous en tant qu'Africains. Quelle est votre réaction? Le message royal, il est tout à fait clair. En 2050, le 1/4 de la population mondiale, des jeunes dans le monde, seront des Africains. Alors, devant les instances politiques africaines, il va falloir trouver et du travail et pouvoir intégrer toute cette jeunesse aux espaces politiques, économiques et sociétals africains. Donc, c'est des challenges énormes pour les Africains. Et c'est d'autant un message de vérité. Et surtout le fait de vouloir trouver des solutions aujourd'hui et non pas attendre demain lorsqu'il y aura crise, parce que ces jeunes ne vont pas attendre à trouver leur place dans ce monde du lendemain. Donc je pense que le Maroc est d'autant conscient de ce qui attend l'Afrique et il va falloir appeler les Africains à prendre leurs responsabilités. Et c'est dans ce cadre-là que le Maroc participe à trouver des solutions, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan religieux, sur le plan de l'immigration, à trouver des solutions pour cette jeunesse mondiale et principalement africaine. D'ailleurs, le souverain a parlé d'abord de l'éducation, puis l'enseignement et la formation professionnelle. Voilà du concret pour avancer. Pour faire avancer le continent. C'est du concret du moment que les instances africaines doivent prendre leurs responsabilités, premièrement en termes de rénovation et de reformulation des instances de l'Union africaine afin de pouvoir aller au-devant de ce qui est proposé auparavant et surtout accepter les propositions de Paul Kagame, le président du Rwanda, en ce qui concerne la réforme des instances de l'ONU, de l'OUA plutôt. Deuxième chose, pouvoir résoudre le problème de l'immigration, principalement en termes de relations interafricaines et non plus rester dans ces relations nord-sud, principalement avec la rive nord de la Méditerranée, et surtout résoudre le problème de la jeunesse africaine, parce que c'est ça le grand problème, surtout résoudre le problème de l'intégration de cette jeunesse dans l'espace économique prochain, résoudre le problème de l'intégration de cette jeunesse en tant que prise de pouvoir et prise de parole dans l'espace politique, l'espace social, l'espace sociétal et l'espace culturel, et surtout, ne pas en faire un produit pour le recrutement des instances terroristes qui pullulent d'ailleurs en Afrique, principalement au Sahel-Sahara et en Afrique de l'Est. Alors, Monsieur Chgraoui, l'autre dossier d'actualité que vous avez aussi abordé, la migration. Le roi, justement, le roi Mohamed VI, a l'intention de soumettre une contribution axée sur la nécessité de développer une vision africaine commune sur la migration, ses enjeux et ses défis. Il s'agit d'aborder la migration comme une force positive. Et il a aussi, le souverain, parlé des limites en quelque sorte de la coopération nord-sud et a appelé les pays de l'Union africaine à s'orienter vers le sud-sud. Mais certainement, on l'a déjà vécu avec les instances européennes. Bien sûr, les aides proposées, en fait, en général, ce que propose le monde occidental, c'est faire de l'Afrique du Nord une sorte de gendarme de frontière pour cette Europe du Sud et principalement pour l'Europe en général. Donc le problème doit être traité de nouvelles manières à l'intérieur du continent africain, que ce soit pays exportateur, pays de transit ou pays de résidence. Donc c'est une question qui devient de plus en plus prépondérante en termes de résolution en ce qui concerne le continent africain. Il va falloir trouver les solutions afin de résoudre ce problème du moment que ça touche. C'est la jeunesse africaine. C'est la jeunesse qui immigre, c'est la jeunesse qui a besoin de changer d'air, qui a besoin de changer d'espace et de pouvoir avoir à exaucer ses aspirations politiques, économiques et autres, et surtout en termes de liberté en toutes sortes. Donc, le Maroc, dans ce cadre-là, de par le fait qu'il a déjà expérimenté une nouvelle politique migratoire de régularisation de la situation des réfugiés, et surtout le fait de concevoir l'immigration comme un élément positif. Le monde occidental a pu utiliser cette immigration en termes positifs pour son développement après la Deuxième Guerre mondiale. Donc pourquoi pas l'Afrique ne pourra pas utiliser toutes ces valeurs africaines et surtout cette jeunesse afin de pouvoir intégrer cette jeunesse
et pouvoir bénéficier de la migration interafricaine et à l'intérieur de l'Afrique et sans pouvoir toujours compter sur le monde occidental et sur le monde du Nord. Merci beaucoup, Monsieur Khalid Chegraoui, pour toutes ces informations. Je vous en prie. Alors, on quitte l'Afrique maintenant, mais pas loin du Maroc, à Séville, en Espagne. C'est une rencontre importante, la réunion quadripartite des ministres de l'Intérieur du Maroc, d'Espagne, du Portugal et de la France. Elle s'est ouverte aujourd'hui au siège des Archives générales des Indes à Séville. C'est d'ailleurs l'Espagne qui préside cette rencontre. Les travaux de la réunion se tiennent à huis clos. Les sujets traités sont stratégiques: lutte contre le terrorisme, crime organisé, trafic de drogue, gestion des flux migratoires. C'est ce qu'a déclaré le ministère espagnol de l'Intérieur. Le renforcement de la coopération dans ces différents domaines est à l'ordre du jour. Et selon les ministères de l'Intérieur du G4, les autorités marocaines sont en train de réaliser des efforts significatifs en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Retour au Maroc, au nord, à Tanger. Les éléments de la protection civile poussent enfin un soupir de soulagement. L'incendie de la forêt de Médiouna, qui s'est déclaré samedi dernier, est en passe d'être maîtrisé. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Haut Commissariat aux eaux et forêts, à la lutte contre la désertification. Les flammes ont ravagé environ 215 hectares de massifs forestiers. C'est un reportage signé Mohamed Amin Boumzebra sur un récit de Féroz Bentalb. Des efforts considérables sont fournis afin d'éteindre les flammes qui ravagent de grandes parcelles de la forêt de Médiouna. L'incendie s'est propagé dans cette zone, tout près de Cap Spartel, favorisé par la vitesse du vent, et a fini par réduire en cendres de grands espaces forestiers dépassant les 130 hectares. Différentes équipes sont mobilisées et emploient tous les moyens pour éteindre l'incendie. Le Haut Commissariat des eaux et forêts s'appuie sur des avions des forces armées royales pour l'extinction des flammes, en plus d'équipements logistiques divers. La surface ravagée jusque-là est estimée à 130 hectares. Il faut mentionner que 40% est constitué uniquement d'herbes secondaires. 500 unités de la protection civile, des forces armées royales, de la gendarmerie et des autorités locales sont sur le terrain, sans compter des avions de différents types qui s'emploient au niveau aérien. Une vision sinistre des zones forestières s'offre à nous, là où les feux ont été éteints. De grandes surfaces réduites en cendres, un décor jadis verdoyant transformé en un paysage de noirceur. Les habitants de Médiouna expriment leur désolation pour la perte de cet havre de paix. Cette forêt était le seul havre de paix et de détente disponible pour les habitants de la ville de Tanger. Il est impossible de la ressusciter de nouveau. Les efforts se poursuivent afin de maîtriser complètement l'incendie, une situation qui a engendré un choc auprès de la population de Tanger, de ses visiteurs et des activistes environnementaux, au vu de la particularité de la fleur détruite. Les autorités concernées ont, quant à elles, sous la supervision du parquet général, ouvert une enquête pour déterminer les raisons du départ de ce feu de forêt sans précédent. Dans le dossier de l'immigration, les efforts internationaux se multiplient. Un code de conduite pour les ONG secourant des migrants en Méditerranée, c'est ce que demandent les ministres de l'Intérieur italiens, français et allemands. Autre revendication des ministres réunis à Paris, renforcer le soutien aux gardes-côtes libyens pour endiguer le flux arrivant en Italie. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministère français de l'Intérieur. En fin de semaine, ces propositions seront soumises aux 28 États membres. Elles prévoit aussi de renforcer la stratégie de l'Union pour les retours des migrants dans leur pays, de fournir un soutien additionnel au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Objectif affiché, améliorer les infrastructures d'accueil en Libye et accélérer le dispositif européen de relocalisation. De son côté, Rome a appelé les Européens à ouvrir leurs ports aux bateaux secourant les migrants pour alléger le flux arrivant dans le pays. Développement dans la crise du Golfe, ça y est, le Qatar a remis au médiateur koweïtien sa réponse officielle aux demandes de l'Arabie Saoudite et de ses alliés, mais la teneur de la lettre n'est pas encore révélée. Riyad et ses alliés ont accepté de prolonger de 48 heures leur ultimatum. Le point avec Salma Saïdi. C'est dans une lettre écrite de son émir que le Qatar transmet sa réponse officielle à la liste des 13 demandes
Une réponse dont la teneur n'a pas été révélée. Le pays a aussi demandé un délai supplémentaire de 2 jours et que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont accepté. Ils ont aussi indiqué qu'ils allaient étudier et évaluer la conformité de Doha à leurs demandes avant de remettre leur propre réponse au Koweït. Mais selon des experts, le Qatar n'acceptera pas cette liste. It's an extraordinary list of demands because essentially it would mean that Qatar would become a vassal state of Saudi Arabia. C'est une liste de demandes extraordinaires. Elle fait du Qatar un pays vassal de l'Arabie Saoudite. L'État est supposé renoncer à sa politique étrangère, fermer ses stations médiatiques. Et il est clair que le Qatar ne cédera pas à tout cela. L'Émirat ne fermera pas la base militaire turque non plus. Donc je pense que le Qatar a conclu qu'il n'était pas question d'accepter cette liste et qu'il la voit comme une tentative de ces États de le forcer à une reddition abjecte. Plus que jamais derrière le Qatar, la Turquie s'inquiète pour les jours à venir. Et dans une déclaration à la presse, le porte-parole de la présidence turque invite les pays du Golfe à mettre fin au conflit. Les prochains jours seront critiques, la réponse du Qatar est donnée et les choses devront évoluer à présent. Nous espérons bien sûr une fin imminente du conflit. Mais il est important de prendre en considération l'intégrité territoriale du Qatar et sa souveraineté aussi. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar s'est donc déplacé aujourd'hui au Koweït pour remettre les réponses de Doha. Ces réponses vont être étudiées lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn et de l'Égypte, demain au Caire. Et la réunion justement de l'Arabie Saoudite et de ses alliés qui aura lieu au Caire, elle aura lieu mercredi et non pas demain. Un mot de lutte contre le terrorisme, c'est officiel. Les pays du G5 Sahel disposent désormais d'une force conjointe de 5000 hommes pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qui est ressorti du sommet extraordinaire tenu hier à Bamako, au Mali, avec comme invité d'honneur le président français Emmanuel Macron. Cette force aura besoin de 423 millions d'euros pour assurer sa mission. Papa Chir Diouf et Al-Bashir Yahya Bodian pour les précisions. Cette rencontre entre les chefs d'État du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron, un pas décisif dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. 5000, c'est le nombre d'hommes de la force conjointe du G5 Sahel qui vient d'être mis sur pied. Un bouclier pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette région et qui sera opérationnel entre septembre et décembre 2017. Une résolution des chefs d'État a consacré la forme définitive de cette force dont le mandat, endossé par l'Union africaine le 13 avril 2017, porte essentiellement sur 4 points. Premier point, combattre le terrorisme, le trafic de drogue, les trafics d'êtres humains en vue de créer un environnement sécurisé en éradiquant, vous l'avez dit, cher Emmanuel, l'action des terroristes et des autres groupes criminels organisés afin de restaurer la sécurité et la paix conformément au droit international. Cette force aura besoin de 423 millions d'euros pour mener à bien sa mission. Il y a un engagement pris par l'Union européenne qui a été annoncé par Mme Mogherini que nous allons accélérer. Il y a l'engagement très concret pris par la France que je vous ai détaillé tout à l'heure et qui est un engagement qui est tenable dès que les états-majors se constituent. Et d'ailleurs dont l'un d'entre eux conduit à aider justement la structuration de ces 10 états-majors que nous évoquions. Et donc l'important, c'est que cette force conjointe, elle soit pleinement opérationnelle à l'automne, avec les premiers financements débloqués à l'automne, et qu'elle ait ses premiers résultats. Durant ce sommet extraordinaire du G5 Sahel, les chefs d'État ont également mis l'accent sur l'urgence concernant plusieurs priorités de développement en faveur de la jeunesse du Sahel. Le sommet extraordinaire du G5 Sahel, une occasion pour les chefs d'État membres de montrer à travers la mise sur pied d'une force conjointe leur volonté à lutter contre le terrorisme, une lutte qu'ils mèneront aux côtés de la France. Nous devons former une communauté forte, solide, déterminée face à eux-mêmes défis. Ce sont les mots du président Emmanuel Macron qui, dans son discours, a également montré tout son engagement à soutenir cette force conjointe. Papa Chir Diouf, depuis le palais Koulouba de Bamako pour Médion TV.
Allez, un sujet plus léger pour clore cette édition. On part au Sénégal. Ousmane Diaye, dit Dago, c'est son nom. Il fait partie des artistes sénégalais résolument contemporains, avec la femme comme principale muse. Artiste polyvalent, il veut faire de la photographie un art reconnu au Sénégal. Awad Diop et Christian Camoni l'ont rencontré pour vous. Photographe, graphiste et designer depuis plus de 20 ans, l'art n'a plus de secret pour Ousmane Diaye. Voici 10 ans que l'artiste qui retrouve la Galerie nationale de Dakar n'avait plus fait d'exposition. L'artiste contemporain a choisi 2017 pour révéler ses nouvelles œuvres sous le thème « Reflet d'expression et d'expérience ». La femme est au cœur des œuvres de cet expansionnaire des Beaux-Arts de Dakar et de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers. J'ai dit je vais faire des photos qui vont ressembler à de la peinture, à de la sculpture. Alors l'idée m'est venue de prendre comme thème la femme qui pour moi est la beauté vraiment universelle. Représenter la féminité dans tout son art, c'est l'expression pudique de l'artiste qui fait recours à un pan de voile et une couche d'argile, un génie artistique qui a permis à son art de voyager partout dans le monde. En matière comme argile, comme charbon, ainsi de suite. Et quand j'ai terminé mes travaux, j'ai montré à des gens vraiment à qui l'art n'intéresse pas. Ils ont regardé, ils m'ont dit c'est quoi? C'est du dessin, de la peinture. Alors j'ai dit voilà, donc c'est OK. Et depuis lors, les Italiens ils ont vu en premier mon travail et ça m'a permis de faire les grandes biennales. Des œuvres qui ne portent toutefois pas de message particulier. L'artiste, à travers des images de rue du quotidien immortalisées, veut montrer au public l'aspect purement harmonieux de la photographie. Fin de cette édition. Dans quelques instants, le JT de l'économie avec Oumaï Masvila. À tout de suite.